savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Faisons le tour des unes des différents journaux en ce vendredi 9 août 2024. Salut Rémi. Bonjour Marianne. On commence avec la une du Journal de Montréal, article de Gabriel Côté dans lequel on dit que la langue française, elle est carrément malmenée dans plusieurs stations-service couche-tard de Québec. Ce qu'on explique en fait, c'est que dans ces stations-service-là, on retrouverait des messages qui sont affichés sur les bornes de paiement qui contiennent des fautes de français et ça crève les yeux. Je connais ton amour pour la langue française, Rémi, et je suis sûre que tu as fait un petit saut sur ta chaise en voyant ça. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté par l'équipe du journal. Carte détectée avec un ER. Ne retirez pas votre carte, retirez ER. Transaction annule. Annule. Donc, il n'y a pas d'accent sur le E. Donc, ça, c'est quelques exemples de fautes qui sont répertoriées par le journal pendant un petit tour des stations-service de Québec. Et selon les observations du journal, ces erreurs-là sont plus fréquentes dans les stations-service couche-tard, Irving, je sais pas comment on prononce, Irving. Voilà, merci. Mais il y en a aussi qui ont été repérés dans un SO. Et là, le problème, on dit que c'est pas généralisé, mais que c'est quand même suffisamment courant là, pour qu'on le rencontre quand même sans, du moins, le chercher. Là. Tu fais juste payer à la borne, puis c'est quand même des erreurs qu'on peut voir assez facilement et rapidement. Et là, ben évidemment, ces stations-service-là ont été appelées à réagir et en fait, ils n'ont rien dit parce que le journal n'a juste pas vraiment eu de retour à cet appel à la réaction. Et là, ben, la présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, Marianne Alpin, elle croit que les grandes entreprises devraient vraiment se soucier plus de la langue, de la qualité de la langue, en fait, et aussi faire preuve d'exemplarité. À cet égard, elle dit qu'il y a un gros travail à faire de ce côté-là, que c'est pas juste les stations-service, que c'est aussi le système de paiement, c'est bourré de fautes, c'est carrément en anglais également. Donc, on s'en rend même plus compte. Et c'est ce qu'elle a lancé en entrevue. Je te laisse réagir sur cette nouvelle. Tu sais, c'est toujours la même chose, Marianne. Ils vont nous dire, ben oui, mais les gens comprennent, hein? Ou alors, c'est pas possible de faire un accent aigu sur ces machines-là. C'est des machines qui sont fabriquées aux États-Unis, puis il n'y a pas d'accent aigu aux États-Unis. Donc, on a toujours des excuses, puis c'est essentiellement ça. Les gens comprennent, puis ben non, ben là, oui, ils reçoivent votre appel au journal, puis ils disent « Ouais, mais regarde, on est vendredi, c'est la fin de semaine, ils vont nous laisser tranquille, puis il n'y a rien qui change, puis on est là, puis on fait rien. » Puis il faut se tenir debout. Il faut se tenir debout. On ne dit pas transaction annulée, on dit transaction annulée. Puis des fautes d'orthographe là, sur des bornes comme ça, quand tu as une population immigrante de plus en plus en croissance comme ça, donc tu as des gens qui vont mettre du gaz dans leur char une fois par semaine puis qui disent « Bon, ben ne retirez pas la carte à puce. » Ben, ça s'écrit comme ça. Ça doit s'écrire comme ça. Oui, fait qu'ils répètent les erreurs. Ben absolument. Là, il y en a 2 fautes là-dedans. Là. Je veux dire, c'est incroyable. Il n'y a pas d'accent sur le A. Il n'y a pas d'accent sur le A. Donc là, ils vont nous dire il n'y a pas d'accent sur ces machines-là. Ben refaites-les, les machines. Arrangez quelque chose. Hey, ça doit pas être bien compliqué, tabarnouche, là. Je veux dire, c'est sûr que ça se fait, là. C'est sûr qu'un informaticien là, peut arranger quelque chose, là, mettre un accent, quelque chose comme ça. Il faut qu'on retrouve non seulement le goût pour la langue, mais l'énergie que ça prend pour se battre à chaque fois que ça arrive des affaires de même. Puis quand ça vient de couche-tard, c'est détestable. C'est une entreprise québécoise. Le siège social est à Laval. C'est un petit Québécois de la campagne là, qui a fondé ça. Là, il engage des Américains qui ne parlent pas français. Le gars, il fait ses voyages en avion, il fait des voyages à Dubaï. Là, il ouvre de plus en plus de succursales aux États-Unis, en Australie. Moi, je salue le succès des affaires, mais il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Hein? Si Alain Bouchard nous écoute, là, hein? Pensez, M. Bouchard, à vos parents, à vos grands-parents, aux gens qui ont été là avant vous, des gens pour qui c'est important le français. Retrouvez ce goût pour le français. Parce que quand une entreprise québécoise ne donne pas l'exemple, imagine les autres entreprises après. Hein? Les autres entreprises étrangères, ben, ils n'en auront rien à battre. Tout savoir en 24 minutes. Toujours en une du Journal de Montréal, article de Valérie Gontier et Camille Payan. On rapporte qu'il y a un nombre anormal d'accidents de travail mortels qui sont survenus dans les 3 derniers mois et qui inquiètent autant les autorités que les syndicats. En fait, il y a le responsable de la santé et de la sécurité au travail à FTQ Construction, Simon Lévesque, qui dénonce que on manque de rigueur. Il y a beaucoup de laxisme au niveau de la santé, de la sécurité au travail parce que les impératifs de production sont plus importants que la vie des travailleurs alors que ça devrait
semblait être l'inverse. Depuis la fin du mois d'avril, Rémi, il y a au moins 18 travailleurs qui sont décédés sur leur lieu de travail. C'est ce qui est conclu après une recension qui a été faite par le journal. Et là, la CNESST, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, elle a même alerté ses partenaires dans un communiqué qui leur a été envoyé. En fait, elle dit que c'est un nombre anormalement élevé d'accidents de travail mortels. Depuis le début de l'été, la CNESST, elle s'inquiétait déjà qu'en moyenne, il y a 2 accidents mortels par semaine qui étaient survenus. Et là, on fait un appel à la vigilance qui a été lancé à tous les employeurs et aussi aux travailleurs pour prévenir ces drames-là. On notait qu'il y a de nombreux accidents graves ou mortels qui étaient survenus sur des chantiers. Notamment pendant des travaux qui impliquaient la circulation de véhicules et camions lourds. Sur les victimes décédées également dans un accident de travail, 3, c'était des signaleurs routiers. Et il y a Denis Bédard, son frère en fait, Martin, a été happé à proximité d'un chantier de construction à Québec. Et lui, il souligne qu'on prend ces travailleurs-là pour des morceaux de plastique orange. Si tu frappes un cône, on s'entend, c'est pas grave, tu vas l'écraser. Mais par contre, si c'est un humain qui est là à sa place, malheureusement, avec sa petite pancarte lentement, si tu le frappes, il est pas remplaçable. Lui, c'est sa vie carrément qui est en danger. Alors, selon lui, les employés devraient obtenir plus de formation et de prévention aussi sur le sujet. Donc, c'est une position aussi qui est similaire à celle du syndicat des métallos qui représente notamment des signaleurs. C'est toujours terrible quand on entend parler de ces histoires-là. On avait à l'écran là, le témoignage de Vito Fanduro, enfin son témoignage. C'est un homme qui travaillait sur un chantier il y a quelques mois puis qui a été écrasé par une poutre. On le voit là, juste ici pour les gens qui nous regardent à la télé. C'est arrivé durant la journée. Il était en train de faire une manœuvre au sol, puis il y a une poutre qui lui est tombée dessus. Donc, une poutre, finalement, qui était en train d'être soutenue, là, soulevée par une grue. Donc, il y a quelqu'un qui aujourd'hui, encore à ce jour, et c'est évident, ça fait seulement quelques semaines, qui s'en veut, puis qui ne va jamais se le pardonner. Parce que c'est pas de sa faute, c'est de la fatigue. C'est des gestes automatiques. Tu répètes les mêmes gestes. Le travail, souvent, c'est abrutissant. On a la chance, nous deux, de travailler dans le milieu des idées. Il n'y a pas une journée qui est pareille. On lit, on se renseigne. Mais il y a des gens qui font des jobs très répétitifs. Puis ces gens-là, c'est souvent ceux-là qui sont la cible de malheurs comme ça, de grandes catastrophes parce que tu ne portes pas attention. Hein? Tu conduis une voiture, tu prends la même route tous les jours. Un jour, là, il y a quelqu'un qui décide de ne pas faire sa rouge. T'es happé, c'est terminé la vie. Donc, j'ai une pensée pour ces gens-là qui font des travaux utiles, qui ont des jobs très, très, très importants dans notre société, qui se lèvent le matin, surtout les gens dans la construction. Pensez aux familles. Tout savoir en 24 minutes. Je termine le tour de la une du Journal de Montréal avec une mention spéciale pour l'haltérophile Maude Charron. Est-ce que tu l'as vue performer hier? Absolument. Elle était incroyable. Elle a remporté la médaille d'argent chez les 59 kg. Elle était accompagnée de ses parents, son conjoint, son frère, sa sœur. Il y avait aussi des amis du club où elle s'entraîne en Georgie qui étaient présents. Il y avait même des professeurs de musique et gymnastique de l'époque qui étaient là avec elle pour célébrer. Et là, pendant les Jeux de Tokyo, c'était en 2021, en pleine crise de la COVID-19. Donc, ces personnes-là n'ont pas pu l'accompagner quand elle a remporté sa médaille. Mais là, hier, on a pu la voir aller. Pour vrai, là, c'est fou à quel point ces femmes-là sont extrêmement fortes de les voir aller. Oui, c'est impressionnant de les voir aller. Alors, petite mention pour Maude Charron. Juste petite mise à jour là, pour le Canada. On est rendu avec 6 médailles d'or, 5 médailles d'argent, 10 médailles de bronze. On est présentement au 11e rang. Et la cérémonie de fermeture, c'est là dans les prochains jours. Tu sais, l'hiver approche, là. On va rester pogné dans des bancs de neige. Moi, je conseille à tout le monde de ne pas appeler CA Québec, mais d'appeler Maude Charron. Hey, ça, là, t'as vu la paire d'épaules? Elle te débloque ça de n'importe quel banc de neige. Elle pousse ça là, sans même faire le ouf. C'est juste bang! Elle fait juste une petite grimace de « ouf, c'est lourd un peu, mais pas tant. » Petite idée lancée dans l'air là, quand sa carrière olympique va être terminée, parce qu'un jour, il va falloir qu'elle s'arrête, le dépannage et le sortage de banc de neige de Mme Charron. Tout savoir en 24 minutes. Dans la presse, article d'Anaïs Desjardins, on rapporte que depuis la COVID-19, le quartier chinois est en proie à une hausse de la toxicomanie et de l'itinérance. Du moins, c'est ce qu'observent les commerçants et les résidents, notamment avec des personnes aux facultés affaiblies ou en situation d'itinérance qui sont entassées dans une seule ruelle à 2 pas du centre hospitalier de l'Université de Montréal. Des vols, des déchets qui sont au sol, des seringues abandonnées, une odeur d'urine, une odeur d'excréments.
d'excréments. Il y a des commerçants qui sont complètement dépassés de la situation et des résidents qui sont inquiets, dont Carmen Wu, qui est une résidente du quartier chinois. Elle a 20 ans et elle dit qu'elle a plus confiance. Quand elle était plus jeune, elle sortait, pas de problème. Mais là, aujourd'hui, la nuit surtout, elle prend beaucoup de précautions. Elle se déplace jamais avec un sac à main, une sacoche. Elle sort jamais son téléphone à la vue de n'importe qui par peur de se faire voler. Et la vice-présidente de la mission Old Brewery, qui est Émilie Fortier, elle explique que le quartier chinois pâtit de sa situation géographique parce que c'est un quartier au centre-ville. On peut difficilement être plus au centre de toutes les ressources. Il y a le refuge de la mission Brewery, justement, et de l'accueil Bonneau qui sont à quelques minutes de marche. On a le centre d'injection Cactus aussi. Les logements supervisés de projets autochtones du Québec sont au cœur de la même rue. Et là, ben, l'inquiétude de Carmen Wu, c'est que c'est pas la seule là, dans le quartier à être à éprouver du moins ce sentiment-là dans le quartier parce qu'il y a des statistiques policières Rémi, qui témoigne de l'ampleur justement du problème. En 2021, dans ce secteur-là, le plus haut taux de criminalité à Montréal, c'était en fait à cet endroit-là avec 207 crimes pour 1000 résidents et c'est selon le SPVM. Entre 2021 et 2023, les infractions contre la propriété comme les vols simples et les vols à véhicules à moteur, on a connu la plus forte augmentation avec une hausse annuelle de 44,9% en 2022 et de 29,7% en 2023 contre 21,2% et 11% pour l'ensemble du territoire montréalais. Le quartier chinois, là, ça a toujours été un quartier, la nuit, quand même assez trash. Moi, j'ai travaillé au Santos, dans le Vieux-Montréal, comme busboy pendant des années, puis je prenais l'autobus de nuit. Il fallait que je marche du Vieux-Port jusque sur la rue Saint-Laurent, puis j'attendais mon autobus de nuit. Puis à chaque soir, là, je me disais, boy, c'est pas ce que les gens pensent la nuit. Là. Tu sais, déjà, il y a beaucoup de vermine, beaucoup de rats, là, parce qu'il y a beaucoup de restaurants, puis les poubelles sont toujours mises au chemin au mauvais jour. Et là, s'ajoute à ça, donc, un danger. Puis la communauté chinoise, c'est pas une communauté qui est très plaignarde. Moi, c'est ce que c'est vrai, on les entend pas beaucoup, ils chialent pas. Ils sont pas très revendicateurs. Hein. Tu sais, quand on parle de diversité, plus d'inclusion, il n'y a pas de Chinois là-dedans qui se revendiquent de ça, de ce mouvement-là. Alors, s'ils se plaignent aujourd'hui, et là, ils ont commencé à le faire depuis quelques mois, c'est parce que là, il y a eu plus qu'une goutte qui a fait déborder le vase. Là. C'est-à-dire, il y en a eu une, puis il y en a une qui s'est ajoutée, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Le vase là, coule à grand flot. Là. Donc, il faut les écouter. Ce ne sont pas des gens qui sont revendicateurs en général. S'ils prennent la peine de sortir sur la place publique, c'est que vraiment la situation est hors de contrôle. Sur Saint-Denis, pas loin d'ici, c'est sûr qu'on n'est pas dans le quartier chinois, là, mais pour te donner un exemple là, et t'illustrer à quel point les gens ne sont plus capables là, de l'itinérance, il y a un ancien bar de danseuses qui est fermé maintenant au coin de Ontario et Saint-Denis. Le propriétaire de la bâtisse, parce que le bar de danseuses est fermé puis il n'y a pas de nouveaux locataires, a installé, et je te jure, j'ai vu ça il y a 2 jours, des pics sur le trottoir. En fait, sur son trottoir à lui, là, qui est sur la zone où un itinérant pourrait se coucher, par exemple, durant la nuit, il a installé des pics et il les a collés. Donc, c'est littéralement dangereux. Là. Si tu te mets là-dessus et que tu n'es pas un fakir, là, ben, tu vas te faire transpercer par les pics. Ben voyons donc. Si tu marches puis tu tombes, par exemple, parce que tu bêches, ben, tu vas tomber tête première là-dessus et tu pourrais mourir. Donc, évidemment, en passant, j'invite la police à aller faire un tour parce que c'est illégal de faire ça. C'est illégal de faire ça, puis c'est dangereux pour les gens qui feraient juste comme bêcher. Mais je peux quand même me mettre à la place de ce propriétaire-là qui probablement constate tous les matins ou à chaque semaine quand il va faire son tour qu'il y a eu de l'urine ici, voire des excréments, qu'il y a des seringues, qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas dégager, qu'il y a quelqu'un qui a installé un petit campement là. Donc on se dit, la police, elle fait rien. À ce point, elle a fait débarrasser la personne. 1 heure plus tard, la personne s'est remise sur place. Je prends les grands moyens. Il ne faut pas en arriver là. C'est sûr. Là. Tu parlais tantôt de goutte qui fait déborder le vase. Carmen Wu, dont je te parlais tout à l'heure, elle, la goutte justement qui a fait déborder le vase, c'est quand sa mère, elle a oublié ses clés dans la serrure de l'entrée de l'immeuble où elle habitait. Et là, ben, elle n'était pas encore rendue dans l'appartement quand elle s'en est rendue compte, mais il était quand même trop tard. Il y a une itinérante qui avait volé ses clés. Elle refusait de les lui rendre. Et ben là, la mère, elle a appelé sa fille. Elle s'est rendue à l'appartement et Madame Wu, elle a dû payer 50 $ à l'itinérante pour récupérer ses propres clés qu'elle avait oubliées vraiment par inadvertance là, dans la serrure. Donc, c'est la goutte qui a fait déborder le vase pour cette dame. Mais ouais, c'est quelque chose qui est quand même assez... du moins, l'itinérance, là, c'est dans tous les quartiers de Montréal. Là. Tu parlais de campement. Ici, on est au coin de Berry, Sainte-Catherine, en face de la place Émilie-Gamelin. On est au cœur aussi de ce problème-là. C'est très répandu. Oui.
Tout savoir en 24 minutes. Je termine avec un article du Devoir. On rapporte qu'en moyenne, au Québec, on a recensé 54 consultations aux urgences par jour avec un diagnostic principal lié à l'alcool l'année dernière. C'est ce que des chiffres obtenus par le Devoir ont dévoilé. Et c'est presque 2 fois plus que les visites liées aux drogues. En 2023-2024, on disait que le nombre de consultations aux urgences avec un diagnostic principal lié à l'alcool s'élevait à 19 815. C'est des données qui ont été transmises par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et là, il y a plus de la moitié de ces visites qui ont été effectuées par des gens qui étaient âgés de 30 à 54 ans. Il y a le docteur Lacombe qu'on reçoit ici une fois de temps en temps à Cube, qui est urgentologue au Centre hospitalier régional de la Naudière et qui est aussi toxicologue, qui affirme que le nombre de ces consultations-là semble quand même élevé. Il y a une partie importante de ces visites-là qui sont potentiellement évitables. Et quant aux visites aux urgences qui concernent les stupéfiants, on en comptait 10 025 en 2023-2024. Et ça a légèrement augmenté parce qu'on en recensait 9 747 en 2019-2020. Et là, selon le docteur Lacombe, la différence entre le nombre de visites liées à l'alcool et celles liées aux drogues, ça pourrait notamment s'expliquer par le fait que les boissons alcoolisées sont beaucoup plus accessibles que les stupéfiants. La consommation d'alcool peut aussi entraîner des conséquences graves. À court terme, il peut y avoir des intoxications. Il y a aussi des chutes dans les escaliers, par exemple. Ça peut aussi aller jusqu'à des comas éthyliques. Donc, c'est ce qu'on rapporte ce matin dans Le Devoir. Si j'ai bien compris, plus de la moitié des visites ce sont des patients de 30 à 54 ans. Plus de la moitié de ces visites ont été effectuées. Ouais, exactement, sur les 19 815 en 2023-2024. C'est vraiment intéressant. J'aurais cru que ça aurait été, je sais pas, 75% ce sont des jeunes en coma éthylique qui découvrent l'alcool, qui voient la grosse bouteille brune là, dans l'armoire de papa puis qui pensent que ça se boit comme du coke, mais c'est un whisky. Ou qui connaissent pas encore leurs limites. Écoute, moi, j'ai fait le party pas mal, là, puis je me suis jamais ramassé à l'hôpital, OK? Fait que je me dis, sacrément, il y a du monde qui sont capables de faire plus le party que moi, au Québec. À ne pas faire à la maison. De toute façon, il est 6h25, puis je suis en train de raconter des histoires de brosse. Ça va être beau, cette émission-là. Oui, parce que il y a des dangers qui sont reliés à l'alcool, justement. Tout à fait. Mais pensais-tu que c'était autant intense, la consommation d'alcool? Ou... vois-tu, là où je pense qu'il y a aussi une façon d'évaluer le problème, c'est toutes les petites boissons là, bien sucrées là, avec un petit peu d'alcool, tu sais, de la peach, beach day, everyday, ces affaires-là. Là, les gens, ils boivent ça. Puis ils ont pas Simply aussi, c'est une limonade qui goûte presque pas l'alcool, mais qui a quand même un bon pourcentage d'alcool. Ça, c'est vraiment la mode, ça, de plus en plus. Donc, les gens boivent ça. Les gens boivent, regarde, c'est pas de l'alcool. Oh, à un moment donné, tu fais, OK, ça commence à être un petit peu étourdi. Une autre de plus, des shooters. Là, c'est fini. Faut pas mélanger. Non. Jamais mélangé. Non. On boit de l'eau aussi. Mais pourtant, on dirait que les gens essaient de réduire leur consommation d'alcool dans les derniers temps. Surtout au mois de février, là, pendant le mois 28 jours sans alcool. On dirait qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à cette pratique-là. Mais c'est un mouvement, effectivement, qui est comme en émergence. Là, surtout chez les jeunes, c'est « Ah, moi, je bois pas d'alcool ». On lit souvent des articles sur les plus jeunes générations, peut-être la tienne plus que la mienne, des gens qui ont d'autres pratiques. Hein. C'est plus, je sais pas, du pot, dans de la vape, la nouvelle façon de fumer sans fumer, finalement. Ouais. Là. Ça, c'est une nouvelle pratique, mais là, ça explique pourquoi, finalement, plus de la moitié sont des gens de 30 à 54 ans. Ça, c'est ma gang, ça, des OG, là. Des original gangsters, là. Nous, on n'est pas allés là, vers les petites boissons sucrées, tout ça. Là, nous, c'est la bière. Dans ton temps, c'était la bière. Dans mon temps, c'était de la bière. Merci, Rémi. Merci, Marianne.